Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui on va fêter les 50 000, même un peu plus maintenant que vous êtes à me suivre. Alors déjà, je renouvelle mes remerciements parce que franchement, c'est vous qui me motivez à créer toujours plus de contenu et d'ailleurs, je vous réserve de belles choses pour le futur. Donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, pour fêter cette belle communauté que vous êtes, déjà, je vous réserve un très beau giveaway que vous retrouverez à la fin de la vidéo. On va commencer par une grande foire à questions dans laquelle je vais répondre à un petit peu plus de 50 questions que vous m'avez posées, un petit peu surtout sur le training, sur la nutrition, des questions perso, des questions un petit peu plus pro. Donc on va commencer par les questions entraînement et je vais essayer de répondre de la manière la plus concise possible parce qu'il y en a quand même un paquet et je ne voudrais pas quand même que la vidéo dure 1 heure. Donc c'est parti, j'ai mes petites questions regroupées sur mon téléphone et on commence tout de suite avec Elena D qui me demande comment améliorer le grip pour le deadlift sans sangle. Donc le grip, c'est quand on veut se suspendre à une barre ou tenir une barre dans ses mains et réussir à se maintenir ou à maintenir la barre sans avoir notamment les doigts qui s'ouvrent ou la main qui glisse. Alors ça se renforce, évidemment il s'agit des avant-bras. Donc ce que je peux conseiller déjà d'une manière générale pour toutes les personnes qui manquent de grip, c'est de se suspendre le plus possible, notamment pour faire des abdominaux, pour échauffer les épaules, en faisant des abaissements d'épaules, en faisant des suspensions actives en position de hollow qui va être très intéressant pour beaucoup de mouvements. Donc déjà, si vous voulez améliorer votre grip, suspendez-vous. Deuxième chose très importante, les sangles ne sont utiles que pour des charges extrêmement lourdes. Sinon, elles ne sont pas nécessaires, mieux vaut passer par l'étape renforcement du grip plutôt que d'utiliser des sangles et d'avoir toujours cette faiblesse qui persiste, qui se ressentira à un moment donné. Ça, j'en parle beaucoup dans la vidéo que l'on a faite avec Hélénique sur le deadlift, que je vous remets par ici. Et grosse astuce qui va vraiment filer un coup de pouce, ça va être la magnésie liquide. Donc la magnésie liquide, ça va empêcher les mains de glisser et permettre d'avoir une meilleure prise. Donc on n'hésite pas à s'en fournir, ce sera beaucoup plus utile pour les sangles et ça permettra d'améliorer son grip et de réserver les sangles lorsque les charges justifient leur usage. Bon, alors si je mets 5 minutes à répondre à chaque question, on est très mal barré. On continue avec Clem BDX in Love qui demande comment fais-tu pour éviter de te blesser les mains au crossfit? J'en peux plus. Ouais, bah ça malheureusement je n'ai pas de solution miracle. Je suis passée moi aussi par des trous abominables dans les mains parce que malheureusement en crossfit on enchaîne beaucoup de mouvements qui occasionnent beaucoup de frottements au niveau des mains, notamment les keeping pull-up, les muscle-up, la pratique en gymnastique. Donc malheureusement, moi j'ai opté pour l'option je souffre, je laisse ma peau s'endurcir un petit peu et comme ça après je serai peinard, ce qui est le cas maintenant puisque je n'ai quasiment plus jamais d'ampoule aux mains. Par contre, effectivement, j'ai de la corne aux mains, je peux poser du crépi avec mes mains, j'ai déjà fait cette blague 50 fois mais c'est pas grave. Mais voilà, au moins je suis peinard, j'ai pas besoin d'utiliser des maniques. Mais par contre, petit coup de pouce aussi à ce niveau-là, il y a quelque chose qui s'appelle des maniques qui sont très utilisées en gymnastique, qui sont en fait des espèces de poignées de force avec une languette qui va venir protéger la paume des mains. Donc ça peut être pas mal du tout, manique, ou alors on prend son mal en patience et on laisse la corne des mains se faire. Bon, voilà. Alors, Happy Crazy Lola qui dit faut-il privilégier la charge ou le ressenti? Les deux en général, parce que sans un bon ressenti on n'a pas une bonne connexion musculaire, sans un bon ressenti on ne peut pas charger. Donc je dirais, surtout pour les personnes qui débutent, de d'abord privilégier le ressenti et d'augmenter la charge au fur et à mesure en gardant un bon ressenti. Ça n'est pas parce que la charge est élevée que l'on ne doit pas avoir de ressenti. Donc on construit un mouvement avec un maximum de connexion et d'engagement musculaire, donc un bon ressenti pour permettre de charger. Alors, AmFit3 qui demande exercice pour obtenir son grand écart. Et bien, faut surtout pratiquer. En fait, c'est pas tant les exercices, mais vraiment la régularité. Quand on veut gagner en souplesse, et notamment en souplesse passive, il faut répéter inlassablement. C'est un processus qui est très long, qui demande énormément de rigueur et de constance. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la souplesse que je vous remets par ici, dans laquelle je réponds à toutes vos questions sur la souplesse. Par contre,
Si vous voulez des petites routines pour avoir des idées de mouvements, d'approche, pour améliorer votre souplesse, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, je vous prévois ça pour le futur, évidemment si ça peut vous être utile. Par contre, et ça je le rappelle, d'un point de vue fonctionnel, le travail de mobilité sera beaucoup plus intéressant à faire et d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre. J'ai l'impression de courir en sprint. Normalement c'était Monsieur Fond qui devait poser les questions et moi j'avais juste à y répondre, mais on n'a pas pu filmer hier dans son appart, il n'y avait pas assez de lumière, donc je me retrouve toute seule. Même Doudi m'a laissé tomber, elle est en train de dormir sur mon lit, voilà. Alors j'ai Lilou 1980 qui me dit: peut-on arriver à retendre la peau du ventre entièrement après 2 grossesses? Bon déjà Lilou, félicitations. Et malheureusement non. En fait, la peau, une fois qu'elle est détendue, on ne peut pas la retendre. On peut évidemment tonifier les muscles qui sont en dessous, c'est extrêmement important, notamment les muscles superficiels, mais surtout le muscle transverse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo IGTV à ce propos, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est dans ma bibliothèque de vidéos IGTV et elle est très intéressante. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous voulez que j'en fasse une sur YouTube également. Mais par contre, malheureusement, non, on ne peut pas retendre la peau. Désolée. Keno qui demande: incapable d'honorer un seul pistol squat, par quoi commencer pour m'approcher de l'objectif? Commence par regarder une super vidéo tuto qu'on a faite avec Patrick, que je remets par ici. Ombre THVT qui demande comment protéger ses articulations lors d'une pratique de sport à impact. Alors déjà, renforcer la capsule articulaire, c'est vraiment ce qui va permettre de la maintenir au mieux et donc de la protéger des impacts répétés. Renforcer une capsule articulaire, c'est juste renforcer l'ensemble des muscles qui entourent l'articulation, donc notamment les genoux, le dos. Donc on travaille tout simplement sa structure musculaire de manière équilibrée, on renforce toutes les chaînes musculaires de manière à ce que celles-ci viennent vraiment tenir le squelette et limiter les effets négatifs liés aux impacts. D'un autre côté, l'alimentation va être très intéressante par rapport aux facteurs pro et anti-inflammatoires. Donc là, on peut travailler aussi là-dessus en limitant au maximum les aliments pro-inflammatoire, ce qui sera bénéfique à tous les niveaux et notamment pour la récupération, pour éviter les risques de tendinite, etc. Yasmine Ouel qui demande comment rester motivé. Eh bien tout simplement déjà en trouvant une activité physique qui soit motivante, parce que si on fait un truc qu'on n'aime pas, on peut se pousser au cul, il y a toujours un moment où on va lâcher l'affaire. Donc déjà l'activité physique est très importante, l'engouement est très important. Après évidemment même quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas toujours envie d'y aller et c'est là que donner du sens à ce qu'on fait, savoir profondément pourquoi on va s'entraîner par exemple, sera ce qui permettra d'entretenir la motivation et je dirais plutôt l'autodiscipline en fait. C'est de l'autodiscipline que va venir la motivation. C'est comme si vous cherchiez à trouver la motivation pour vous brosser les dents. Bah non, en fait vous le faites parce que vous savez que c'est important pour vous. Le sport, c'est exactement pareil. La motivation, c'est exactement pareil. Vous donnez du sens, vous savez pourquoi vous faites les choses et vous faites preuve d'autodiscipline. Eva bien 46 qui demande: est-ce qu'on peut s'entraîner tous les jours? Oui bien sûr, écoutez, demandez aux mecs qui travaillent dans les mines 7 jours sur 7 si ils prennent des jours de repos, malheureusement non. Donc non, le corps peut s'adapter à tout. Après effectivement selon les objectifs que l'on a, il va falloir organiser son entraînement de manière intelligente. Donc varier les efforts, ne pas sursolliciter le système nerveux, avoir vraiment une approche équilibrée qui permette de maintenir une activité physique quotidienne sans aucun problème, mais sans solliciter ou sursolliciter un seul des éléments. Je pense notamment au système nerveux quand on fait de la force ou des efforts de très haute intensité. Là effectivement il va falloir penser à le laisser récupérer en contrebalançant, en équilibrant la semaine d'entraînement avec des séances un peu plus légères, du travail de mobilité, du travail cardio, des choses qui permettront de laisser ce fameux système nerveux récupérer. Pareil pour les chaînes musculaires, si on est surtout dans une optique de développement musculaire, il va falloir allouer à ces zones musculaires qui auront été travaillées un temps de repos suffisant avant de répéter le travail pour que celle-ci puisse surcompenser, se reconstruire et se développer. Anaïs Rennes qui demande: est-ce qu'il est nécessaire de s'étirer tous les jours, même les jours où on ne fait pas de sport? Non, non, non. Alors ça me hérisse les poils parce que quand je vais m'entraîner chez Fitness Park, ils balancent un slogan en continu sur bien s'étirer pour éviter les courbatures. Non, alors encore une fois, regardez ma vidéo sur la souplesse, vous saurez pourquoi ça me fait dresser les poils sur le dos, même si j'ai pas vraiment de poils sur le dos. Donc s'étirer tous les jours, pas franchement, en fait ça dépend de ses objectifs. Par contre faire de la mobilité, moi c'est quelque chose que je recommande très régulièrement, voire
voir quotidiennement. Et je rappelle évidemment que j'ai conçu un guide mobilité entièrement gratuit pour vous fournir tous les outils nécessaires pour que vous puissiez le faire. Il est disponible en barre de description et c'est cadeau pour vous. Alice qui demande que faire pour avoir la fesse moins plate. Et ben on la travaille la fesse moins plate, donc on se fait un programme de renforcement musculaire qui crée une surcompensation, donc pour ça il va falloir travailler avec charge additionnelle. Alors évidemment il y a aussi un facteur physique et génétique qui est lié notamment à la structure du bassin, à la posture naturelle, la cambrure, qui fait que tout le monde n'aura pas les mêmes capacités à développer ce fameux grand fessier qui donne le bombé de la fesse. Ça malheureusement on ne peut rien y faire, mais par contre ce grand fessier il est ultra puissant, il est totalement possible de le développer, de le faire se développer à condition de le travailler suffisamment. J'ai fait plein de vidéos sur les fessiers, dont la plus récente que je remets par ici. Il y a aussi toute la playlist Booty Series avec plein d'exercices sur les fessiers, encore une fois, hein. Donc il y a de quoi faire, mais très important, on rajoute de la charge pour créer du développement musculaire. Amandine ACG qui demande comment améliorer son keeping en regardant la vidéo qu'on a faite avec Jessica, que je remets aussi par ici. Donna Sarina qui demande que penses-tu des petites séances de sport de 20 minutes à la maison. Écoutez, il y a une chose qui est sûre, c'est que faire quelque chose sera toujours mieux que rien. Après évidemment tout dépend des objectifs. Si on veut développer sa masse musculaire, des petites séances de 20 minutes sans matériel à la maison ne seront pas suffisantes. Par contre pour entretenir une bonne forme, préserver son capital musculaire, améliorer son tonus musculaire, son système cardiovasculaire, sa posture, sa mobilité, oui bien sûr ces séances seront tout à fait utiles et amèneront déjà de très bons résultats. Pareil pour la perte de poids, mieux vaut faire des petites séances quotidiennes associées à une alimentation adaptée que de simplement faire un régime sans ajouter d'activité physique. Misty Chris qui demande est-ce que c'est possible à plus de 40 ans de débuter le yoga et de récupérer de la masse musculaire? Alors oui, il n'y a absolument pas d'âge pour débuter le yoga. D'ailleurs, je le rappelle, le yoga n'est pas un sport ou une activité physique, c'est une science, c'est un art, c'est une philosophie dont une partie est consacrée à l'approche physique, mais ça n'est finalement qu'un tout petit bout, un tout petit aspect du yoga. Donc oui, bien sûr, et en plus les bénéfices iront bien au-delà de la simple enveloppe physique. Récupérer de la masse musculaire, oui c'est possible, par contre ce sera pas nécessairement avec le yoga. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, quand on cherche à développer ou à reprendre de la masse musculaire, il faut pousser le muscle à créer de la fibre, et pour qu'il crée de la fibre, il faut quand même lui apporter une certaine intensité, et malheureusement, ce qui est réalisé généralement au poids de corps est bien pour démarrer, mais après n'est pas suffisant dans cette optique-là. Donc, si tu veux, Misty Chris, récupérer de la masse musculaire, il faudra certainement ajouter une activité physique qui implique des charges additionnelles, donc de la musculation. Et là, à ce moment-là, tu pourras mener ton corps à développer un petit peu plus la masse musculaire. Lady Mom qui me demande quel entraînement pour perdre 10 kg mais pour aussi me muscler et prendre un peu des fesses. Et ben de la muscu tout simplement. Alors attention, c'est pas un entraînement qui va vous faire perdre du poids, c'est ce que vous mangez par rapport à vos besoins énergétiques, ça j'en parle énormément, c'est aussi pour ça que j'ai conçu le guide nutrition. Et ensuite l'entraînement ça va être un petit peu la petite cerise sur le gâteau, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer votre métabolisme, de constituer une base musculaire qui va être plus gourmande en énergie, et puis d'améliorer certains aspects physiques comme prendre un petit peu des fesses par exemple. Donc un entraînement qui comprend de la musculation, pas forcément uniquement de la musculation, mais en tout cas qui en contient, et une alimentation adaptée dans une optique de perte de poids, vont être vraiment les deux éléments qui vont permettre d'atteindre ces résultats. CHLMR4 qui demande comment dépasser sa peur du handstand, force a priori suffisante mais blocage psy. Alors ça c'est très fréquent, surtout quand on démarre adulte, hein, on a beaucoup d'appréhension. Le mieux c'est de s'entraîner à tomber. Mieux on sait tomber, moins on a peur. Et en plus, il y a quand même un truc qui est chouette, c'est qu'on tombe pas d'un immeuble, on tombe juste de la hauteur des bras, donc ça va. Donc il faut vraiment s'habituer à tomber, ne pas hésiter à prendre un ou deux cours de gymnastique justement pour travailler ça de manière encadrée et pas faire n'importe quoi. Ou sinon de trouver un endroit, moi je sais que par exemple dans un des fitness parks dans lesquels j'allais il y avait des gros tapis de gym, donc trouver un endroit où on peut tout simplement se lancer et se laisser tomber en se réceptionnant de manière confortable sur un tapis de gym. C'est hyper rassurant et c'est vraiment quelque chose que j'invite tout le monde à faire parce que le principal blocage en handstand
c'est la peur de la chute. Et je rappelle d'ailleurs qu'on a fait une vidéo avec Thomas sur les handstands qui est vraiment super chouette, que vous retrouverez dans la playlist tuto training. The Brune Patate qui demande des conseils pour bien faire son épaulé jeté. Et bah écoutez, comme on a fait une super vidéo sur le snatch avec Pascal Bouquerou qui est juste experte en la matière et qui est une nana absolument géniale, et bah dites-moi si ça vous dit qu'on fasse la même chose pour l'épaulé jeté. Bon ça y est, moi je suis en déshydratation complète. Je bois mon petit chocolat chaud, c'est trop bon. Et justement on va passer au deuxième chapitre, la nutrition. Bon allez, je vous jure que Doody va nous rejoindre pour la fin de la vidéo, sans déconner, c'est pas possible. Tout le monde me laisse tomber. Nutrition, Yasmine Noël qui demande comment faire pour arrêter les compulsions alimentaires, j'y arrive plus. Alors ça c'est un problème qui concerne énormément de personnes. D'ailleurs aujourd'hui j'ai prévu de poster sur Instagram un post qui donne quelques pistes de travail. J'ai consacré une vidéo dans les mises à jour du guide nutrition et du Get Stronger. Alors les compulsions en fait faut voir d'où elles viennent, si elles viennent de trop fortes privations, si elles viennent d'émotions qui ont besoin d'être tamponnées, d'être anesthésiées par la nourriture, si elles viennent d'addiction par exemple au grignotage, au sucre, aux aliments très addictifs de type ultra transformé ou raffiné, parce qu'ils ont été clairement conçus pour ça. Donc déjà faut mettre le doigt dessus si c'est un problème émotionnel, si c'est un problème de restriction, si c'est un problème d'addiction, et de travailler là-dessus. C'est pas en se retenant d'avoir des compulsions qu'elles vont disparaître du jour au lendemain. C'est vraiment en travaillant sur la cause qui elle généralement est psychologique, comportementale. Et puis si l'alimentation est équilibrée et que le problème ne vient pas d'une source émotionnelle ou de restriction, se désintoxiquer des aliments qui génèrent ces compulsions. À un moment donné, on peut pas manger tout ce que l'industrie agroalimentaire nous propose. Il y a plein de choses qui ne sont absolument pas bonnes pour notre santé, et je vous le dis, les mecs claquent des millions pour nous rendre accros. Je suis désolée, ça fait un peu théorie de la conspiration, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la loi du profit, et ceux qui alimentent ce profit, c'est nous les consommateurs. Donc à un moment donné, si on est accro à toutes ces cochonneries de type confiserie, gâteau, tout ce qui est aliments transformés en fait, que ce soit sucré ou salé, il faut s'en désintoxiquer et se tourner vers une alimentation beaucoup plus brute, beaucoup plus riche en nutriments, beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus satisfaisante sur le long terme. Alexandre qui demande: la farine de cacahuète est-elle un bon apport en protéines dans les préparations? Oui, 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 la farine de cacahuète a une teneur extrêmement haute en protéines. Alors de mémoire, je crois que c'est à peu près 48%, je vous le remets par ici parce que je suis plus trop sûre, mais normalement c'est ça. Faut savoir que j'ai quand même une mémoire digne d'une passoire, donc je retiens très peu les informations, c'est absolument dramatique. Mais je crois que c'est ça, donc oui, la farine de cacahuète, d'ailleurs je suggère très souvent de remplacer dans certaines recettes la protéine en poudre végétale par de la farine de cacahuète ou même de la farine d'amande, qui sont toutes deux très riches en protéines et qui ont bon goût dans les préparations. Malika BD qui demande: ça fait un moment que je en mange mais les légumineuses me détractent toujours. Et oui, malheureusement il faut savoir que quand on a un microbiote, alors ça c'est quelque chose dont je vais parler de plus en plus, et d'ailleurs je vais refaire une vidéo sur la digestion, j'en avais déjà fait une mais elle date un petit peu, donc je voudrais en refaire une. Mais il faut savoir que le microbiote, donc notre population bactérienne, il faut savoir qu'on en a en nombre même plus que la quantité de cellules dans notre corps. C'est absolument incroyable la population qu'on a dans le ventre. Ce microbiote, il met du temps à changer. Donc s'il a été affaibli ou qu'on est né avec un mauvais microbiote, parce qu'il y a une partie génétique aussi, le microbiote se constitue aussi à la naissance. Donc il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer. Et malheureusement ensuite le microbiote met beaucoup de temps à changer. Donc évidemment ça va prendre du temps quand on tolère mal quelque chose, une source de nutriments, notamment une source de nutriments très complexe comme les légumineuses qui sont par ailleurs très bonnes pour la santé. Mais quand on a un microbiote affaibli, quand on a un système digestif inflammé par des antécédents, des régimes suivis par le passé, et il va falloir beaucoup de temps pour qu'ils se reconstruisent. Donc les légumineuses, quand c'est comme ça, ou tout autre aliment, il faut déjà travailler sur l'équilibre et la santé du microbiote et ensuite les incorporer, mais à toute petite dose. Alors évidemment on va pas se faire une assiette gigantesque de lentilles avec du kale cru et des pois chiches si on a un système digestif un petit peu sensible. Il faut vraiment y aller progressivement. Déterminer aussi des sources de légumineuses qui seront plus digestes que certaines autres, ça c'est vraiment propre à chacun. Et puis diversifier au fur et à mesure, mais vraiment à petite dose et très progressivement, et toujours en amont en travaillant sur l'amélioration du microbiote. D'ailleurs encore une fois je fais appel à vous, vous me dites en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus spécifique sur le microbiote. Si le sujet vous intéresse, moi personnellement il me passionne, donc je serais très heureuse de le partager avec vous.
Boise Peanut demande les antinutriments du soja, plus néfastes que les bénéfices. Alors bon, le soja, même si les mythes commencent petit à petit à disparaître par rapport à l'année dernière encore, certaines idées ont encore la vie dure, bon, il faut savoir que ces fameux antinutriments, ils sont présents dans tout le règne végétal. Ce sont des systèmes naturels de protection de toute plante que l'on consomme. Donc pas spécialement plus pour le soja, sachant que le problème des phytoœstrogènes, je le traite d'ailleurs dans ma vidéo sur le soja, il n'est plus d'actualité, il est absolument prouvé maintenant que phytoœstrogènes n'a rien à voir avec nos propres œstrogènes. Par contre, effectivement, il y a certains antinutriments propres, notamment aux légumineuses comme le soja, qu'il faut éliminer par le trempage, ce qui est un processus tout à fait normal de préparation des aliments, et par la cuisson. Je pense qu'il ne viendrait à personne l'idée de manger un haricot de soja cru. Voilà, ou même des lentilles crues d'ailleurs. Donc voilà, on prépare ces aliments correctement, on les fait tremper et on les cuit, et là il n'y a absolument plus aucun problème. Et il faut savoir d'ailleurs que les phytates, notamment contenus dans le soja, joueraient un rôle très bénéfique quant à notre santé et à la prévention de certains cancers. Norine BLLD demande: calcules-tu tes apports journaliers en fonction de ce que tu vas faire dans la journée? Non, non, non. D'ailleurs, si vous me suivez sur cette chaîne et que vous avez vu notamment mes dernières vidéos sur ma semaine d'alimentation intuitive, je ne calcule plus mes macros tout court. Je mange, alors évidemment j'ai le compas dans l'œil maintenant, je sais de combien j'ai besoin dans la journée d'une manière générale, et donc je sais quoi préparer pour combler ces besoins. Alors parfois ce sera à la hausse, parfois ce sera un peu plus à la baisse, mais je n'ajuste pas au jour le jour en fonction de ce que je fais, parce que bien souvent c'est surtout le lendemain d'une grosse journée ou d'une grosse séance que je vais avoir davantage faim, ce qui est tout à fait normal parce que c'est là que le corps est en train de récupérer. Donc non, on n'ajuste pas nécessairement au jour le jour, c'est vraiment plutôt sur la semaine qu'il faut avoir une idée globale de ce dont le corps a besoin et de ce qu'on lui apporte. Magali 2697 me demande: que penses-tu du jeûne intermittent et de la détox au sucre rajouté? Alors deux choses complètement différentes. Le jeûne intermittent, j'en ai déjà beaucoup parlé. Encore une fois, il fait partie d'une des mises à jour du Guide Nutrition du Get Stronger. J'ai vraiment essayé de traiter les sujets sur lesquels les personnes se posaient le plus de questions et surtout avaient besoin de réponses. Donc le jeûne intermittent, non, c'est pas un truc miraculeux. Ça peut aider à rediscipliner ces signaux de faim, notamment quand on a des petits dérèglements de leptine, de gréline. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça peut permettre de faire un déficit calorique puisqu'il y a littéralement un repas qui est sauté. Donc dans une optique de perte de poids, sachant que le déficit calorique quel qu'il soit est la méthode qui fonctionne, là le jeûne intermittent peut être une option pour créer ce fameux déficit. Par contre après, faire du jeûne intermittent en rattrapant ensuite son total calorique, donc sans occasionner de déficit, là ça ne stimulera pas spécialement plus la perte de poids. C'est vraiment le déficit qui va avoir un effet. Mais par contre voilà, d'un point de vue hormonal, également sur la sécrétion d'insuline, ça peut être intéressant. Mais voilà, on ne compte pas sur le jeûne intermittent pour perdre du poids, à moins que celui-ci ne permette d'occasionner un déficit. Et puis c'est pareil quand on se lève tôt le matin et qu'on s'entraîne tôt le matin et qu'on veut faire une performance qui nécessite du carburant, donc du glucose, et ben il faut en apporter un petit peu au corps parce que lui le pauvre il a jeûné toute la nuit. Et alors autant il peut passer effectivement en cétose, donc en utilisation des graisses pour fournir de l'énergie, mais c'est quand même un processus qui est assez difficile et puis qui est pas forcément compatible avec les efforts de haute intensité. Donc si vous faites du cardio le matin et que vous pratiquez le jeûne intermittent le matin, oui, pas de problème. Si vous entraînez au poids de corps ou si vous faites du yoga, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, si vous allez faire de l'haltérophilie, de la force, ou vous êtes dans une optique de développement musculaire, vous entraînez à jeun le matin et ensuite attendre midi, 13h, 14h pour manger, ce sera pas du tout l'approche la plus judicieuse. Donc à vous de vous organiser en fonction de vos objectifs, à vous de savoir pourquoi vous faites du jeûne intermittent et donc de prendre votre décision en fonction. Diète au sucre rajouté, alors je dirais plutôt au sucre raffiné. Oui, 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 très bien, parce que franchement les sucres raffinés c'est un petit peu caca, voilà, et surtout très addictif, donc essayez de se détoxifier un petit peu, surtout quand on est accro, comme je le disais un petit peu plus tôt, ça peut être très très bien. Voilà. Coralie Fayet me demande ton avis sur le sucralose. Alors le sucralose c'est un édulcorant artificiel. Donc ça a un super pouvoir sucrant, en plus il a absolument aucun arrière-goût. Par contre effectivement, et ça en tant que consommatrice de sucralose, parce que malheureusement on n'est pas parfait, donc moi je consomme du sucralose, mais effectivement c'est pas bon pour le microbiote. Tous ces édulcorants artificiels sont mauvais pour le microbiote, c'est prouvé, ça a été récemment prouvé. Donc effectivement vous n'allez pas choper un cancer en mangeant du sucralose, mais par contre ce sera pas top pour votre flore
bactérienne. Donc si elle est déjà fragilisée, effectivement ce sera totalement à éviter. Après, quelqu'un qui a une alimentation très équilibrée, qui vient nourrir ce fameux microbiote, une consommation modérée de sucralose n'aura pas d'impact dramatique, mais effectivement ce sera pas le mieux, ça c'est clair. Bon écoutez, je peux d'ores et déjà vous dire que la vidéo sera en 2 parties parce que ça fait plus de 3/4 d'heure que j'enregistre. Donc ce que je fais, c'est que je vous laisse tout de suite et vous me retrouvez dans la vidéo suivante. Allez, à tout de suite!